Bonsoir à toutes et à tous, c'est un vrai plaisir que d'être avec vous ce soir. J'ai le plaisir de vous accueillir dans le salon d'accueil justement de l'École des Arts Joailliers. C'est ici que d'habitude, dans des conditions entre guillemets normales, nous accueillons tous nos étudiants, tous nos élèves qui viennent poursuivre des cours de gémologie, de savoir-faire, de bijoux. Et c'est ainsi que cette pièce est décorée de différents objets liés aux différentes techniques joaillières, que ce soit le dessin ou bien la création même des pièces. Et c'est également ici que nous accueillons nos élèves d'histoire du bijou. Et c'est de cela qui va être question ce soir. Je suis Léonard Pouy, je suis historien de l'art, spécialiste du bijou. Et c'est un vrai plaisir que de partager cette séance ce soir avec mon ami et collègue Paul Paradis, que vous connaissez déjà, j'en suis sûr. Paul Paradis, qui est historien du bijou, spécialiste des arts décoratifs et professeur, comme moi, au sein de l'école. Bonsoir Paul. Bonsoir Léonard, merci beaucoup. Bienvenue à toutes et à tous. On est ravis d'être là dans notre maison à l'École des Arts Joailliers pour cette nouvelle conférence sur les joyaux de la couronne de France, l'épopée, cette grande épopée. Avant de s'y lancer, je voulais vous dire que notre collègue et ami historien de l'art, Ghislain Aucreman, il est derrière son écran ce soir en tant que modérateur. Il va vous fournir des informations intéressantes lors de la discussion. Il va aussi cueillir toutes vos questions auxquelles on va essayer de répondre à la fin de notre heure. 500 ans d'histoire dans une heure, ça va être compliqué. Exactement, c'est une grande épopée. Alors pour ceux qui sont habitués des conférences de l'école, vous avez sans doute suivi les précédentes, je l'espère en tout cas, vous pourrez les rattraper sur YouTube si ce n'est pas le cas. Et la dernière était donnée par le professeur François Farge et par Ghislain lui-même et concernait le grand diamant bleu de Louis XIV, cette pierre tout à fait fantastique avec une histoire hautement rocambolesque. En fait, aujourd'hui, c'est un petit peu la suite, si on veut, on va élargir le spectre puisqu'on va s'intéresser donc à tous les joyaux de la couronne de France. Alors, là encore, on ne va pas pouvoir malheureusement tous les citer, ils se comptent par milliers, mais on va essayer de retracer comme ça ce demi-millénaire d'histoire ensemble. Et c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui participe beaucoup, je trouve, de l'appréciation des bijoux, du plaisir qu'on a à regarder des bijoux. Et bien, c'est ce vertige un petit peu temporel. Voilà, on n'est finalement qu'une seule toute petite partie dans l'histoire d'un bijou. Et on sait rarement en fait leur histoire millénaire, des millions d'années même parfois de leur création jusqu'à ce qu'on les porte, ce qui nous amène à finalement assez peu de choses. Alors commençons donc cette aventure ensemble. On va donc s'intéresser aujourd'hui à l'histoire des joyaux de la couronne de France. En fait, c'est une histoire relativement récente, quelque part, puisqu'on la doit à un historien en particulier, un historien qui est en fait aussi un joaillier. C'est ça qui est assez fascinant. C'est Germain Babst qui est vraiment quelque part un des tout derniers descendants d'une grande famille de joailliers. C'est notamment la dernière famille qui va travailler pour les joyaux de la couronne sous le Second Empire, qui va créer des pièces absolument merveilleuses, on va les voir ensemble. Et surtout, c'est lui qui, avec Falise, va créer cette maison, Babst et Falise, à la fin du XIXe siècle, qui crée des bijoux, souvent dans un goût assez historique d'ailleurs, historiciste même, on pourrait dire. Mais vraiment, Germain Babst, il se distingue aussi par une vraie vocation d'historien, et notamment sentant un certain tournant dans le rapport que peut avoir la Troisième République aux bijoux et notamment aux joyaux de la couronne. Il va s'intéresser à leur histoire, il va réunir toutes ces archives familiales, des dessins, des compositions, et il nous permet vraiment d'avoir comme ça une sorte de base sur laquelle on va pouvoir construire une histoire solide, une histoire presque scientifique. Alors malheureusement, il a très peu de temps pour cela, puisque comme vous le verrez, malheureusement, les joyaux de la couronne, cette prestigieuse institution n'existe plus aujourd'hui. Et 2 ans après leur dispersion, on va vous raconter tout ça, il va publier donc l'histoire des joyaux de la couronne de France en 1889. Ce qui est intéressant, c'est que 100 ans plus tard, il y a un autre historien, Bernard Morel, qui lui va compléter toutes ces recherches et qui va d'ailleurs combler un petit peu la modestie de Babst, puisque Babst finalement s'était assez peu étanché sur la propre histoire de sa famille et leur rapport au jeu de la couronne. Et tout ça, Morel va le compléter par d'autres recherches encore qui continuent encore aujourd'hui d'être fouillées. Donc c'est vraiment une histoire vivante, c'est une histoire qui continue d'être creusée aujourd'hui, qui conserve beaucoup de mystères, beaucoup de secrets, et on va en dévoiler quelques-uns ensemble ce soir. Alors, on vous propose de quand même couper nos 500 ans d'histoire dans quelques thèmes. On va d'abord vous parler des origines de cette institution. D'où est venue cette idée chez notre grand roi, François Ier?
On va regarder aussi, une fois que cette institution a pris pied, a commencé à grandir, surtout pendant l'Ancien Régime, on va regarder les acquisitions sous l'Ancien Régime au fur et à mesure des monarques de France. Et l'histoire se complique parce qu'on va vous parler des heures et malheurs d'une collection. À partir de la fin du XVIIIe siècle, évidemment, la Révolution française et tant d'autres événements vont avoir un impact énorme sur cette collection royale et on va essayer de vous élucider ces histoires. Et finalement, on va regarder le devenir de ces joyaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne veux pas donner des spoilers, mais où est-ce qu'il en est maintenant, cette collection? Quelles sont les traces qu'on peut vous présenter ce soir? Exactement, donc voilà, on va parcourir comme ça 500 ans ensemble rapidement ce soir. Donc bien évidemment, si vous avez des questions, on pourra y répondre. On ne peut pas malheureusement parler de tout. On va commencer par le principal, on va commencer par le début, les origines en fait. D'ailleurs, c'était dur de faire un choix. Hein. Vous étiez très dur avec moi. Je voulais parler de tout. Tu étais très dur avec nous aussi, Paul. Chacun a un peu ses bijoux préférés forcément, et il y en a dont on veut absolument parler. Quand même, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Le créateur de cette institution, le génial inventeur des jouets de la couronne, il faut dire que c'est une invention géniale, on le sait parce qu'elle a été imitée par tout le monde après. C'est François Ier, en 1530, qui décide donc de signer par lettre patente l'inaliénabilité de sa collection de bijoux. Alors il a un rapport assez intéressant aux bijoux, François Ier, puisque déjà il va perdre en fait en 1515 un de ses diamants préférés, le miroir de France, un diamant de 36 carats, mais très vite il va acquérir la grande table, un diamant assez étonnant qui porte son nom parce que justement c'est un diamant qui porte une table et c'est le moment où les diamants commencent à être taillés presque comme on les taille aujourd'hui. On va voir que c'est une histoire aussi très longue. Le jeune François Ier, donc il est d'abord marié par Louis XII en fait. Il est marié à Claude de France parce qu'il y avait à l'époque cette tentative de réunir les maisons de Bretagne et de France. Et c'est vrai que ça va être très stratégique ce premier mariage, puisque dans un premier temps, il va aussi pouvoir jouir, si je puis dire, des bijoux hérités de la maison de Dreux, de Anne de Bretagne. Anne de Bretagne dont on sait, et ça on le sait par les archives, on sait aussi par les peintures, grâce à Jean Bordichon, qu'elle portait un collier tout à fait particulier, un collier qu'on appelait un carcan à l'époque, un carcan serti de perles et de diamants. Alors si on regarde cette peinture qui est absolument fascinante, assez naturaliste en fait, on voit bien ce collier qui lui enserre le cou. Un carcan, c'est un terme assez péjoratif. Hein. C'était là où on mettait les prisonniers. Oui, n'est-ce pas? C'est un straight jacket en anglais. Exactement, c'est pas un terme très plaisant, mais qui va rester comme ça dans l'histoire. Et ce qui est fascinant lorsqu'on regarde cette enluminure de Jean Bourdichon, donc qui date à peu près de 1508, c'est qu'on voit bien les perles très blanches, mais les diamants, eux, sont noirs. Et ça, c'est quelque chose de très important. On va voir que la perception des pierres va changer. Les pierres n'étaient pas aussi incolores, entre guillemets, qu'aujourd'hui. Elles étaient parfois plus incluses. Mais ce carcan, l'un de ses grands intérêts, c'est qu'il présente une très grande variété de pierres et déjà une variété de tailles, en fait. C'est un premier chef-d'œuvre dans l'histoire de la joaillerie française qui forme une sorte de collection lapidaire par lui-même. Néanmoins, ce mariage, malheureusement, ne va pas durer et François Ier va devoir se remarier. Et on est toujours, évidemment, dans des questions très, très stratégiques. Hein, et il va épouser la sœur de Charles Quint. Il faut à cette époque réunir les maisons de France et de Habsbourg. Il va épouser la sœur de Charles Quint, qui est aussi la fille de Philippe Ier et la veuve de Manuel du Portugal. C'est Éléonore de Habsbourg. Et c'est vraiment à l'occasion de ce mariage en 1530 qu'il va décider de rendre cette collection inaliénable afin que sa nouvelle épouse puisse jouir de ses bijoux, mais surtout afin que tous ses successeurs, tous ses héritiers, puissent asseoir quelque part leur pouvoir sur cette collection très très riche, parce qu'il faut bien imaginer que les bijoux à cette époque-là n'avaient pas qu'une fonction artistique, si je puis dire, ils étaient avant tout stratégiques, c'était des outils de pouvoir, et notamment ils pouvaient être placés en gage pour lever des armées. Alors,
Alors, dans cette collection, ce qui est important à retenir, c'est que François Ier voulait vraiment que ces pierres soient comptées, pesées. Vraiment, c'était un inventaire très professionnel. Et au fur et à mesure de changement de régime, enfin, si je peux dire, de monarque et d'épouses royales, il y aura des inventaires. Alors, commençons avec les pierres, parmi les 8 pierres qui ont fondé vraiment les pierres que François Ier a identifiées pour commencer ce fonds. Vous aviez ce qu'on appelle la Côte de Bretagne. Vous la voyez évidemment qui était héritée à travers Claude de France, qui était la première épouse de François Ier. Et cette Côte de Bretagne est en effet un spinel. Et on le voit au milieu, un spinel de 212 carats. On le voit aussi sur le dessin de notre tavernier, on va en parler tout à l'heure. Vous connaissez tous, vous qui avez suivi les autres conférences. Et on le voit au milieu, alors ça faisait partie des choix de François Ier. Et c'est une pierre très symbolique, hautement symbolique. Pourquoi? Le spinel, la couleur de rouge, c'est vraiment le pouvoir, c'est le sang du Christ. C'est tellement, il y a tellement de symbolique dans ces pierres. Et on le voit bien, le fait qu'il en ait choisi 2, en fait, la Côte de Bretagne et vous voyez en bas ce qu'on appelle l'art romain ou le fève de Naples. En fait, ce nom de Naples, on va en parler tout à l'heure, pourquoi on appelle beaucoup de pierres Naples. Et un autre grand spinel de 124 carats. Alors, pourquoi ces spinels? Et en haut, vous avez encore plus gros, 247 carats, le spinel qui était rajouté par François II, qui s'appelait l'œuf de Naples. Alors vous voyez, de par le choix de ces pierres, c'était hautement symbolique. Et pourquoi le spinel? On pensait que c'était des rubis en fait, mais on appelait ça les rubis balais. Pourquoi? Parce que ces rubis entre guillemets, venaient en partie du nord de l'Afghanistan actuel, entre le Tadjikistan. Et les spinels étaient souvent retrouvés dans les mêmes gisements, dans les gravats, dans le marbre, à côté des rubis. Mais ce n'est pas la même composition chimique. Je ne vais pas faire mon gémologue ce soir, mais le rubis, c'est un corindon et le spinel, c'est de magnésium, un oxyde d'aluminium avec un peu de magnésium. Et alors, le point commun, c'est le chrome, en fait, qui donne cette couleur. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que ce n'est pas ma spécialité, mais vous voyez au milieu que notre Baptiste, il a voulu nous montrer une des montures supposées de la Côte de Bretagne après l'inventaire de Marie Stuart, la femme, François II qui a régné très peu, et lorsque sa femme, sa belle Marie Stuart, ils ont fait un inventaire. Et François Ier, il se retourne vers les diamants. Déjà, il y avait plusieurs diamants importants dans cette liste. Il y avait la pointe de Bretagne, il y avait le pointe de Bretagne, etc. Et François Ier, il va acquérir ce qu'on appelle la grande table, 41 carats. Ça valait le poids de 212 kilos d'or. On ne le voit pas ici. Et pour vous montrer que François Ier commence à faire aussi des achats personnels. Donc ce sont au départ des bijoux qui ne sont pas dans la liste des joyaux royaux. Et aussi cette grande croix que vous voyez grâce à notre Baptiste, avec 9 diamants. Vous voyez les diamants principaux sont taille table. Et vous avez ce qu'on appelle les larmes ou les fers de lance en bas. Et donc François Ier tenait vraiment à commencer à avoir cette collection privée ainsi en parallèle à côté des joyaux de la couronne. Donc c'est vraiment le fondement de cette collection qui va se transformer petit à petit ça va faire partir plus tard des joyaux de la couronne. Voilà, c'est encore les tout débuts. Et c'est intéressant parce qu'on a des pierres. Donc là, malheureusement, on vous montre des images en noir et blanc. On aimerait vous montrer des images en couleur. C'est des pierres qui étaient rouges, qui étaient considérées comme des rubis. C'est la même chose pour la couronne d'Angleterre. Si vous pensez au rubis du prince noir, par exemple, qui est donc sur la couronne d'État britannique, c'est un spinel, ce n'est pas un rubis. En fait, jusqu'au XVIIIe siècle, il y a une grande confusion sur les pierres rouges. On va un peu mélanger les grenats, les rubis, les spinels. Tout est un peu rubis, et même des rubis, ce qu'on appelle des rubis balais, qui sont donc ces fameux spinels. Balais, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir un petit peu ce jeu de couleurs aussi sur les tableaux. Oui, alors ce qui est important à savoir aussi, c'est qu'à chaque changement de reine de France et de monarque, on va refaire les bijoux, on va commencer à les remanier. On voit ça à travers le premier inventaire de 1530 et il y en a un inventaire en 1547 et ensuite en 1560, 1500, ainsi de suite. Et
Et on voit ici deux reines de France qui portent ce qu'on peut dire ce carcan, le carcan dont Léonard vous a parlé, avec ses 11 diamants et puis aussi... 14 perles, voilà. Et donc, on voit que ces deux reines de France, à droite, vous avez Élisabeth d'Autriche, hein, c'était la reine de Charles IX, et elle porte, à droite, vous voyez, elle porte tout un tas de bijoux. À la Renaissance, c'était quand même la période d'élégance. Hein. Vous voyez qu'elle a ce qu'on appelle un jaseran, comment dire, résil de perles, etc. sur la poitrine. On voit dans ses cheveux des tourrets d'oreillettes et des tourrets sur la tête avec des bijoux, des pierres. Et plus important, on voit ce carcan, encore une fois. Et vous allez voir, il y a beaucoup de couleurs dans ces pierres, mais on le sait de par un dessin préparatoire, pas préparatoire parce que Clouet faisait des dessins aboutis, mais si on regarde le dessin qui correspond à ce tableau, on voit bien que le carcan correspond plus au vrai carcan, étant donné qu'il y a des groupements de 4 perles. Exactement. Et ça doit être son atelier lui-même, peut-être, qui a interprété ça avec beaucoup de couleurs. Vous voyez des pierres de couleur, etc. C'est une hypothèse. Hein. Si vous regardez le dessin qui est à la BNF, vous verrez qu'elle a... Pardon ? Il y a des différences. Oui, il y a des différences. Et donc, avec toutes ces parures incroyablement élégantes et riches, et à gauche, vous avez la portrait de Louise de Lorraine. C'était l'épouse d'Henri III. C'était vraiment un mariage d'amour. Il disait, je ne veux pas une personne lointaine sur laquelle on va me marier. C'était vraiment, elle appréciait cette fille pour sa simplicité. Elle disait qu'elle était blanche, elle était mince. Et c'était une femme de foi. Et à la mort de son mari, elle est partie dans son château de Chenonceau, dans une chambre, il paraît que c'était noir, avec des ossements, des symboles de mort. Donc elle est devenue quand même une reine un peu goth, si je peux dire. Mais on voit, plus important, on voit dans ce portrait de crayon, ces portraits à crayon de couleur étaient vraiment développés par Jean Clouet, évidemment, et François. Et on voit dans ce portrait, on voit bien que Louise, elle porte le carcan, on peut imaginer, sur sa poitrine, sur le corsage. Et on voit pourquoi, parce qu'il y a ces 4 perles. Et on voit bien dans le dessin qu'il s'agit des diamants taille-table. Ce carcan, by the way, avait tellement de tailles différentes. Il y avait des tailles-tables. Il y avait aussi un diamant taillé en cœur, fusé, qui avait les facetages en dessous. À l'époque, on mettait les diamants en pointe, on montrait la pointe en haut. Et dans ce carcan, dans ces différentes versions, on voit que les pierres sont remaniées. Il y a des pointes qui sont resserties à l'envers. Vous avez le fuset et ils mettent... c'est comme un catalogue de différentes tailles de l'époque, si je peux dire. Et on le sait de par la grande étude de notre ami François Farge, qui a vraiment étudié à chaque remaniement de ce carcan. Alors tu parlais d'Henri III, effectivement c'est sous Henri III qu'il y a un personnage haut en couleur une fois de plus qui va entrer en scène. C'est bien ce bon Nicolas de Harlay, le sieur de Sancy, qui va donner son nom à 2 diamants dont on connaît aujourd'hui, le grand Sancy, le Sancy et le beau Sancy. On ne dit pas le petit Sancy, on dit le beau Sancy. Et c'est un personnage assez fascinant puisqu'il montre bien tout ce rapport qu'on peut avoir aux pierres à l'époque. Nicolas Harlay de Sancy, c'est vraiment un homme de robe de la cour qui va se changer en fait en soldat, en homme de guerre, puisqu'il va devoir lever des troupes des armées suisses, notamment pour défendre Henri III contre la Ligue catholique. Et pour financer ce conflit, si je puis dire, pour en fait payer la solde des soldats, il va placer en gage des diamants qui viennent de sa collection personnelle, ces 2 diamants donc, et dont le grand Sancy qui va intégrer les joyaux de la couronne sous Henri IV. Et c'est ça qui est fascinant, c'est qu'en fait le diamant très très vite va être vendu en 1604 à Jacques Ier d'Angleterre, qui dès l'année suivante va créer sa propre collection des joyaux de la couronne. Elle va être rapidement aussi mise en danger. En fait, il y a la révolution forcément britannique. Cromwell va aussi quelque part dissoudre un petit peu cette institution. Il y a un exil qui se met en place. Et en fait, c'est Marie-Henriette de France qui, lors de son exil, va ramener la pierre en France. Mais j'en dis pas plus, on va en parler plus tard. L'autre Sancy qui ne figure pas parmi les joyaux de la couronne de France, c'est le beau Sancy. Il sera en fait offert presque en lot de constellation par
Henri IV, donc, qui n'a pas pu garder cette pierre et qui va donc l'offrir à Marie de Médicis, elle le portera sur sa couronne. Mais donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que alors que tandis que les joyaux de la couronne britannique commencent à prendre un petit peu de leur élan, si je puis dire, et bien très très vite, tous ces joyaux arrivent, enfin ceux qui subsistent arrivent en France. Et là, c'est notamment le cardinal Mazarin, à la fin des années 1650, qui va acquérir les plus beaux. Alors, ces acquisitions sous l'Ancien Régime, comme je vous ai dit auparavant, à chaque fois, il y avait des monarques qui s'intéressaient plus ou moins, plus que les autres, sur les bijoux. Et notre roi Soleil Louis XIV avait une vraie passion pour les pierres qu'il a hérité de sa mère Anne d'Autriche. Et on va parler justement, si tu veux bien changer de slide, on va parler de ce cardinal Mazarin. Ce cardinal Mazarin qui était vraiment le ministre principal de Louis XIV. Il avait travaillé déjà pour son père Louis XIII et il avait la confiance d'Anne d'Autriche. Et c'était un monsieur, vous voyez bien dans ce tableau de Pierre Mignard, premier peintre du roi à l'époque, et tout habillé en rouge. C'était un monsieur de l'église, mais aussi un grand collectionneur. Il avait amassé une fortune énorme qui valait, j'ai lu quelque part, 22 tonnes d'or. Je ne sais pas comment on mesure ça aujourd'hui, mais c'était un collectionneur passionné. Et il a légué en 1661 sa grande collection de 18 Mazarins. Ce sont des pierres que vous voyez à gauche. Et dans ces pierres, il y avait le Sancy. Donc la France, le Sancy revient vers la France. Mais Mazarin a vraiment mis des conditions dans son testament. Ces pierres doivent toujours rester rassemblées et garder son nom en sa mémoire. On va voir plus tard qu'au fil de l'histoire, ça va changer. Donc Mazarin, qui est un homme vraiment, il se croyait un homme de paix, et alors à travers ses arts. Et ce qu'on peut voir ici, on voit la variété de taille. On voit déjà le Sancy qui est en double rose, hein, on en a parlé tout à l'heure. Vous voyez aussi un autre diamant, le Mazarin numéro 3. C'est le miroir de Portugal, qui était considéré un des diamants les plus importants de l'époque, qui avait appartenu aussi à la reine Henriette Marie d'Angleterre. Hein, ce sont des diamants qui, c'était le prince, le prétendant au trône du Portugal, qui avait vendu cette pierre à la reine d'Angleterre, Élisabeth Ier, à une autre époque. Et donc ces pierres reviennent en France. Et vous voyez aussi, il y a 2 pendeloques percées dans le 2e rang. Et puis vous avez le grand Mazarin, le 4e, qui est une taille brillante, mais on n'est pas encore, on commence à avoir beaucoup plus de facettes, etc. Vous aviez même des pierres de couleur. On ne le voit pas dans ce dessin qui nous a légué Morel. Mais on voit, le grand Mazarin avait une couleur un peu rosâtre, et puis d'autres de ces Mazarins avaient des couleurs. Donc ça montrait aussi ce goût transalpin de Mazarin qui a retransmis à Louis XIV à un très jeune âge. Hein. Et donc ces Mazarins qui vont suivre notre histoire à travers notre soirée. Et on voit bien que Louis XIV, si on montre Louis XIV, très jeune, à 23 ans, notre monarque, avec cette folie et passion acheteuse de pierres, on va énumérer ça au fur et à mesure, je ne veux pas donner trop de spoilers, mais Louis XIV qui vraiment, à travers l'héritage de sa mère Anne d'Autriche, cet héritage de Mazarin, etc., il va commencer à partir dans ce qu'on appelle une folie acheteuse. Une fièvre acheteuse. Fièvre acheteuse, voilà. Exactement, donc il y a cet héritage qu'il reçoit de son parrain, il y a l'héritage qu'il reçoit de sa propre mère, et en fait, Louis XIV va être vraiment des premiers à acquérir des pierres littéralement par milliers. En 1665, on peut parler du diamant de Guise, un très beau diamant qu'il acquiert auprès de cette célèbre maison. Et surtout, il va se fournir auprès de marchands, des marchands comme Tavernier, évidemment, que vous connaissez tous grâce à la conférence de Cécile Hugan et de François Farge aussi. Cet Tavernier qui n'hésite pas à 6 reprises à se rendre en Inde, sur le lieu même, enfin le seul lieu où on pouvait trouver des diamants à cette époque-là. Il y avait des diamants aussi à Bornéo, mais qui étaient destinés beaucoup plus à un marché local, en fait, d'Asie du Sud-Est. Et les grands diamants que l'on connaît à cette époque-là en Occident viennent tous de Golconde, en fait, viennent tous des mêmes mines, ces mines légendaires indiennes, où donc Tavernier va se rendre, et notamment en 1668, où il va rapporter des milliers de pierres. Et parmi ces pierres, il y en a au moins 20 qu'on connaît,
qu'on connaît, certaines dont on a perdu malheureusement la trace, mais notamment une très grande pierre bleue qui nous intéresse tous forcément et qui vous a été présentée la dernière conférence. Donc c'est le fameux grand diamant bleu de Tavernier qui est déjà une pierre tout à fait considérable qui va être retaillée donc, spécialement pour Louis XIV par Jean Pitan qui a la garde des joyaux à ce moment-là. Mais en fait, ce n'est pas la seule pierre bleue qui va être issue d'Inde à cette époque-là. Il faut aussi citer le grand saphir de Louis XIV, qui est aujourd'hui au Muséum d'histoire naturelle, une pierre de 135 carats quand même. On pourrait croire qu'elle est brute, en fait non, elle est de forme rhomboïde, mais elle n'avait pas été facettée pour plusieurs raisons, mais notamment peut-être aussi pour conserver les pouvoirs presque magiques de la pierre, puisqu'on pensait que les saphirs pouvaient guérir la peste bubonique. Si on frottait les bubons avec des saphirs, ça pouvait fonctionner. C'est une des raisons, disons, que l'intérêt scientifique de cette pierre a été conservé, ce qui fait qu'il a été en fait sauvé des retailles. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir que malgré tous les achats de Louis XIV, malgré cette folie qui s'empare du roi, au point même qu'à un moment, il ne puisse plus acquérir de pierre, étant donné l'état des finances du royaume, mais bien malgré lui, eh bien, alors qu'on pense être face à un siècle d'or du diamant, un siècle de diamant justement en France, le plus beau diamant des joyaux de la couronne, en fait, il va arriver par la suite. Oui, donc étonnamment, vraiment l'apogée, un des apogées de cette collection des joyaux de la couronne, c'est l'acquisition du régent sous le régent Philippe d'Orléans. Donc c'est une pierre qui était, je pense que vous avez tous entendu parler du régent, donc c'est difficile de trouver des choses originales à dire, mais il faut savoir que c'était le diamant le plus symbolique de l'époque. Hein. Déjà, on vous a parlé de ces diamants au début des joyaux de la couronne, une vingtaine de carats, 40 carats, c'était spectaculaire. Là, à la découverte de ce diamant en Inde, dans les mines du Golconde. Ce diamant pesait 426 carats, si je ne me trompe pas. Un certain Thomas Pitt, qui était gouverneur à Madras, le fort Saint-Georges de Madras, il réussit à acquérir cette pierre pour une somme, il me semble, 616 000 livres. C'était une somme exorbitante à l'époque, mais dans sa tête, il savait très bien que s'il trouvait un monarque qui l'achetait, que cette pierre allait avoir beaucoup de valeur. Il a fait tailler en Angleterre pour un certain Cope. Hein. Cope, c'est pas Harris, c'était Cope, c'était le maître et Harris, c'était son élève à l'époque. On disait souvent que c'était Harris, mais on sait maintenant que c'était un certain Cope. Et ça prend 2 ans. Hein, la taille de ce diamant à un prix de 6 000 livres sterling. Donc Cope qui vraiment, il nous montre son savoir-faire phénoménal dans cette taille brillante. Une taille brillante de 58 facettes, si je ne me trompe pas. Cette taille brillante, on pense qu'il a ses origines en France en 1660. Et puis, c'est une discussion d'historien de Pierre. Mais ce régent qui devient vraiment la symbole de la France et cette pierre qui est finalement achetée par Philippe d'Orléans, le régent du petit Louis XV, en juin 1717, pour un prix aux alentours de 2 millions de livres français, il me semble. C'était une somme énorme. D'ailleurs, Pitt avait proposé la pierre à plusieurs monarques européens. Hein. Le roi d'Angleterre aussi, de Louis XIV, qui à la fin de son règne n'avait plus d'argent dans les caisses. Alors ce régent qui va nous suivre à travers tous ces monarques. Pourquoi? Parce que vous allez voir prochainement, cette pierre va être sertie, portée par le jeune Louis XV quand il avait une dizaine d'années, je crois, quand il a reçu l'ambassadeur de Turquie. Et cette pierre était un bon achat. Pourquoi? Parce que à l'époque, la France avait l'économie marchait autour du système de John Law, et cette pierre a triplé en valeur, il me semble, en 2 ans. Et donc ce régent qui reste toujours mythique, pourquoi? C'est un diamant presque parfait. Il y a quelques petites inclusions, mais de nos jours, ça reste. Et on voit ici que le régent était serti dans la couronne personnelle de Louis XV. Il n'avait que 12 ans, le petit Louis XV, pour son couronnement. Son sacre, excusez-moi, et cette couronne qui a été créée par un certain Duflot, d'après les dessins de Claude Rondet. Claude Rondet et son père Laurent étaient vraiment les joyers de la couronne de l'époque.
Et Duflos, c'était un jeune orfèvre, joaillier qui l'a créé. Et là, vous avez plus de 200 diamants, des tailles différentes. Vous avez une polychromie qui est assez extraordinaire. Vous avez des topazes, vous voyez bien, vous avez des rubis, des émeraudes. Et vous avez, ce qui est très important, on le voit dans l'image de droite, le régent qui était sur le fleur de lys, la fleur de lys tout devant, surmonté d'un des mazarins. Hein. Et vous aviez aussi des mazarins sur chaque fleur de lys qui fait le tour des 8 arceaux. Et cette couronne est sommée, vous voyez bien la fleur de lys en haut, c'est le sensi, notre sensi qui revient. Et voilà, merci. Et vous avez aussi 8 diamants en taille rose qui sont dos à dos pour faire les pétales. Donc, c'est vraiment, véritablement, cette couronne, ce que vous voyez devant vous, ce sont des pierres factices. Pourquoi? Parce qu'après, ça n'a servi qu'une seule fois hein, pour le sacre de Louis XV. Et ça a été envoyé à l'abbaye de Saint-Denis, le trésor de Saint-Denis. Et les vraies pierres ont été enlevées pour se servir dans d'autres parures. Et des pierres factices ont été mises. Voilà. Et après, cette couronne a été sauvée. Pourquoi? Parce que, enfin, c'est une histoire pour plus tard. On en parle. Exactement. Ce qui est intéressant avec Louis XV, c'est qu'on a un rapport assez compliqué aux pierres, pas dire ambigu. Louis XV, d'un côté, il va être très très critiqué en fait pour les retailles, notamment des mazarins. Il va aller à l'encontre de la règle du cardinal. Il va retailler certaines des pierres. On parle de massacre, hein, les historiens du bijou n'y vont pas de main morte. Néanmoins, c'est aussi sous Louis XV qu'il va y avoir en fait une des plus belles retailles que l'histoire va connaître. C'est, souvenez-vous, cette grosse pierre rouge qu'on avait vue au début du cours, cette côte de Bretagne, donc un spinel, qui va être en fait retaillée vers 1749 pour être sertie sur un ordre de la Toison d'Or, qui est donc une décoration qui vous a été aussi présentée la dernière fois, surtout pour le diamant bleu qu'elle contient, en fait, qui est un véritable chef-d'œuvre de l'art joaillier à cette époque, un des grands chefs-d'œuvre de la joaillerie occidentale. En fait, on parle même de début de la haute joaillerie, tant la technique est poussée pour ce bijou. Et ce qui est fascinant, c'est que si on oublie un petit peu la partie basse, c'est-à-dire la Toison d'Or, cet ancien ordre bourguignon, et ce diamant donc bleu facetté, qu'on regarde ce spinel taillé en dragon, bah, c'est assez fascinant parce que finalement, on perd cette fameuse forme triangulaire qui était celle initiale de la pierre, une pierre qui était percée par 3 endroits, là aussi signe d'une ancienne pratique, sans doute indienne, d'être portée en pendentif. Et on a ce dragon tout à fait fantastique, qui est évidemment le dragon de la Toison d'Or, qui protège la toison dans le mythe antique. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un dragon qui est presque un dragon de chinoiserie, en fait. Si on compare stylistiquement la toison avec le diamant, c'est un pur objet rocaille, en fait. On est vraiment dans cet art auriculaire qui se joue de la symétrie des pierres, justement, pour aller vers encore plus de rotondité. Et c'est à tout point de vue vraiment un chef-d'œuvre de l'art lapidaire pour l'époque, donc taillé par Jacques Gay. En fait, on a vu aussi le grand saphir va être préservé. Il y a un plus grand danger encore qui guette à cette époque-là les joyaux de la couronne. C'est d'autres retailles peut-être, mais c'est surtout certaines disparitions. Alors, la fin du XVIIIe siècle est très compliquée, on sait tous, il y a la Révolution, mais bien avant, à partir de 1775, il y avait à l'hôtel de la Marine actuelle, c'était vraiment le garde-meuble de la couronne de France, et là-dedans, il y avait tous les joyaux, des meubles précieux, etc., au premier étage, des objets de grande valeur, des tapisseries, des pierres dures, des bronzes, et les joyaux de la couronne sous M. Thierry de Ville-d'Avray, qui était vraiment le surintendant du garde-meuble de la couronne. Et donc, évidemment, les événements de 1792 aux Tuileries, les massacres, on ne peut pas parler de toute l'histoire de France, mais en fait, ce garde-meuble était sous haute surveillance le mois d'août de 1792. Et ce qui est intéressant pour notre propos, pour les joyaux de la couronne, c'est qu'à partir à partir de 1791, dans la période un peu mouvementée révolutionnaire, ils ont fait un énorme inventaire très détaillé de tous les joyaux qui étaient au premier étage de l'hôtel de la Marine.
Et il faut savoir qu'à l'époque, l'idée de conservation, les gens étaient distraits avec ce qui se passait, en fait, la terreur, etc. Et vous aviez, par exemple, une commode dans laquelle il y avait beaucoup des joyaux de la couronne. Vous aviez des boîtes avec des miroirs qui s'ouvraient juste avec un simple crochet. Vous aviez des vitrines tout le tour de la salle. Et le comble, c'est que les gens, le public pouvait visiter tous les lundis à partir de 1791. Donc, vous voyez qu'on commence notre épopée des difficultés qui vont vivre ces joyaux de la couronne. Alors c'est vrai que ces joyaux ils vont jouir d'une mauvaise publicité puisque cet inventaire est extrêmement précis. On découvre plus de 9000 diamants, plus de 500 perles, plus de 230 rubis et spinels, un petit peu moins d'émeraudes, mais bon, vous imaginez la quantité de pierres ainsi accumulées, et qui est effectivement, malheureusement, assez facile d'accès pour qui se place à l'époque, donc sur ce qui sera bientôt la place de la Concorde. On voit ici une vue de l'hôtel de la Marine à gauche. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ce vol du garde-meuble, en fait, ce n'est pas un vol qui va avoir lieu, c'est véritablement un pillage qui va durer 5 à 6 nuits en septembre 1792, puisque finalement, c'est presque par hasard, à la toute fin des festivités, si je puis dire, que des gardes vont s'apercevoir qu'il y a des gens ivres dans l'hôtel de la Marine. Et ça, c'est quelque chose, enfin, dans le garde-meuble, devenu l'hôtel de la Marine. Et donc des gardes s'approchent et voient que des gens font la fête, tombent même ivres des balcons, et lorsqu'ils forcent la porte pour voir qu'en est-il, eh bien de l'état de la pièce censée conserver les joyaux, eh bien il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien sauf des bouteilles de vin cassées par terre, des restes de nourriture. On voit qu'on s'en est donné à cœur joie et que donc plusieurs nuits durant, eh bien c'est un pillage en règle qui a eu lieu et l'ensemble des pièces a disparu. Alors, c'est une affaire absolument retentissante, surtout que dans un premier temps, on a beaucoup de mal à comprendre qui sont les véritables opérants, qui sont les responsables de ce vol. Tout le monde va littéralement s'accuser, les Girondins, les contre-révolutionnaires, Danton lui-même qui aurait financé le succès de la bataille de Valmy, qu'on prête donc à la fortune même des joyaux. Enfin, vous voyez, c'est un sacré problème. En fait, l'enquête va assez vite et très très vite, en fait, on va déplacer en fait la guillotine qui auparavant a été place des Grèves, donc l'actuel sur la place d'Hôtel de Ville actuelle de Paris, pour l'amener donc place de la Révolution, forcément place de la Concorde, où elle va rester un certain temps. C'est pour cette raison que la guillotine va être amenée ici, en fait, pour juger et exécuter sur place les responsables du méfait. C'était presque un crime de sang, hein. On s'attaque au bien de l'État. Et très très vite, en fait, quelques personnes vont négocier, si je puis dire, leur grâce contre des renseignements sur où se trouvent les bijoux. La grande majorité des bijoux va être retrouvée. Pour les pierres les plus importantes, il y en a quand même 2 qui vont manquer à l'appel, et pas des moindres, le diamant bleu de Louis XIV et le grand Sancy, qu'on ne va retrouver en fait que bien plus tard. Donc voilà, une histoire hautement rocambolesque qu'on a encore du mal à réaliser aujourd'hui. C'est littéralement le casse du millénaire. Le régent, on l'a retrouvé dans des combles, non, il me semble. Exactement. Le régent qui était parti avec toutes ces pierres a été retrouvé. Exactement. Certaines pierres étaient déjà parties aux Pays-Bas, peut-être pour être retaillées ou peut-être pour être vendues en Angleterre. Bon, il y avait déjà une dispersion qui était à l'œuvre, mais effectivement, on va ramener dans la collection. Enfin, très très vite, la collection va être quand même globalement reconstituée. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les pierres tout de suite vont être utilisées, si je puis dire, non pas en joaillerie, mais elles vont être mises en gage, encore une fois, pour financer notamment les guerres révolutionnaires. Et le régent, tu le disais, va notamment être placé en gage pour financer les campagnes d'Italie. Et à cette époque-là, un jeune général du nom de Bonaparte, et c'est ça qui est intéressant, va presque prêter par superstition les succès militaires à l'usage de ces pierres. Et c'est pourquoi, lorsqu'il va devenir premier consul, il va faire sertir le régent avec d'autres mazarins, d'autres diamants de la couronne, non pas sur un bijou, mais sur son épée de premier consul, signe de cette association symbolique entre la pierre, la chance et la guerre. Il était très superstitieux, hein, il aimait beaucoup les bijoux, les amulettes. Déjà, depuis ses campagnes en Égypte, voilà, il avait ramené quantité d'objets. Mais c'est vrai que c'est un moment un petit peu intéressant, surtout que sur son épée de sacre d'empereur aussi, qu'on va découvrir par la suite, que représentera Giraudet notamment, on va toujours garder le régent sur la garde de l'épée.
Alors là, vous voyez, vous avez un tableau à droite de Antoine Gendreau, un génie de la peinture s'il en est, les pestiférés de Jaffa, la bataille d'Eylau, pour ne citer que ces grands formats absolument magnifiques que vous pouvez voir au Louvre. On voit que la représentation des bijoux a changé. Si vous regardez dans le tableau la garde de l'épée qui est vraiment représentée, on voit la transparence, on voit la brillance, on voit non pas la monochromie, mais l'absence de couleur des pierres. On voit vraiment que cette évolution des tailles a aussi fait évoluer les regards, et notamment le regard des artistes, sur ces pierres. On apprécie désormais leur brillance, leur feu, leur éclat, et eh bien, il n'en sera plus jamais comme avant. Désormais, le diamant a vraiment la place qu'il occupe, si je puis dire, jusqu'à aujourd'hui. Alors, on le voit déjà que Napoléon Bonaparte puis Napoléon a un rapport très particulier aux bijoux. Ce rapport, il va aussi être entretenu par une certaine Joséphine qui va acquérir un très 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 grand nombre de pièces. En fait, on peut presque parler de mécénat d'art. Elle va commander des pièces de joaillerie à quasiment tous les joailliers qui lui proposent. On cite souvent la maison de Nito, mais il y a aussi Bellerio. Enfin, il y a vraiment beaucoup de Foncier, Marguerite. Exactement. En fait, Joséphine, on ne pouvait pas vraiment la montrer ce soir. On avait fait un choix, mais il faut savoir que sa cassette personnelle, d'après Weber et d'autres sources, valait plus de 4 millions de livres. Et Napoléon devait toujours éponger ses dettes auprès de tous les joailliers de l'époque. Il avait même passé un décret les interdisant de venir dans la salle des marchés pour qu'elle n'arrivait pas. On parle de fièvre acheteuse et on parle de Marie-Antoinette. D'ailleurs, on n'en parle pas beaucoup ce soir. Mais comment dire, Joséphine, impératrice Joséphine, avait une fièvre acheteuse. Et l'histoire a fait qu'il divorce Joséphine. Vous connaissez l'histoire de France pour cette jeune archiduchesse, petite nièce de Marie-Antoinette. Et évidemment, il veut un héritier. Donc, Marie-Louise, en fait, c'est une fille Habsbourg où les économies étaient toujours un peu dans leur esprit. Je ne dis pas c'était des monarques, mais elle n'avait pas cette même passion. Elle les portait, elle les adorait. Et il y avait un anecdote de Weber où elle avait essayé de ne pas prendre une des parures de Napoléon. Elle a essayé de le rendre au joaillier. Il était en colère. En tout état de cause, pour leur mariage, il va lui proposer une courbée de mariage avec 5 parures magnifiques, une parure de diamants, une parure d'émeraude, une parure d'opale, à une valeur de 5 millions de francs, si je ne me trompe pas. Et donc ici, vous avez un de ces cadeaux. Vous la voyez à droite dans ce tableau somptueux. Évidemment, d'Isabelle. Et à gauche, vous voyez une des parures qui était offerte à Marie-Louise à sa cassette privée. On est vraiment dans son domaine privé. Et c'est une parure qui a été, quand elle a quitté la France, elle a donné cette parure à sa famille Habsbourg, et qui est restée dans la famille. Et finalement, au fur et à mesure du temps, cette parure, le diadème, on ne va pas avoir le temps d'en parler ce soir, mais le diadème, il y avait un diadème, il y avait un peigne, il y avait des boucles d'oreilles, il y avait le collier. Et donc, cette parure qui apparaît aux années 50, à peu près, et qui est en partie acheté par la maison Van Cleef Arpels. Et ce collier et ces boucles d'oreilles, ils sont restés dans la famille encore et qui ont été achetés par une collection privée et puis finalement qu'ils atterrissent au Louvre. On va parler plus tard. Mais vous voyez, cette parure de 38 émeraudes, des tailles différentes avec des diamants taille rose. Et vous voyez que c'est vraiment somptueux, cette parure. Et ça fait partie maintenant d'une des pièces qu'on peut voir au Louvre. On va en parler plus en détail tout à l'heure. Et donc les diamants, évidemment. C'est légendaire, la parure de diamants qui a été offerte à Marie-Louise. Il paraît que ça valait 3,7 millions de francs. Or, c'était le diadème, il y avait quand même le fleur de pêcher, le grand Mazarin. Il y avait beaucoup de diamants, des joyaux de la couronne, ainsi que des diamants que Napoléon a acquis auprès de Nito, le grand fournisseur de l'Empire. Et à gauche, vous voyez un collier qui était encore dans sa cassette privée. C'est un collier qui a été offert à Marie-Louise à l'occasion de la naissance du roi de Rome. Enfin, Napoléon, il a un héritier.
Et donc, un événement comme ça vaut les diamants. Donc, vous voyez plus de 260 carats, 230 diamants, des tailles différentes, des briolettes, des pois. C'est vraiment dans ce côté de somptuosité, de faste de l'Empire qu'on voulait vous faire transmettre. Et encore une fois, quand Marie-Louise est partie à la chute de l'Empire, ce bijou était dans les mains de sa famille, sa belle-sœur, ainsi de suite, et qui finit chez des marchands américains. Et un certain Marjorie Merriweather Post qui va l'acquérir et qui va, une dame, une héritière d'une fortune céréalière américaine. Et cette pièce est maintenant conservée au Smithsonian Institution. Donc voilà pour vous montrer un peu la somptuosité de ces parures de Marie-Louise. Alors c'est vrai, en plus c'est aujourd'hui même qu'on fête ou pas le bicentenaire de la mort de Napoléon, donc forcément oui, on est pleinement dans le sujet. Néanmoins, effectivement, Napoléon passe, si je puis dire, et en 1814, donc tandis que Louis XVIII arrive au pouvoir, eh bien, il faut imaginer que la collection des joyaux de la couronne de France, on compte plus de 65 000 pierres. Donc vous imaginez tout ce chemin parcouru, et forcément Napoléon a lui aussi beaucoup participé à l'enrichissement de cette collection. Alors rassurez-vous, on va parler de Louis XVIII, on va parler des magnifiques bijoux de la duchesse d'Angoulême, mais j'avance un petit peu dans le temps puisqu'on va s'intéresser, il faut parler aussi de Charles X. Charles X qu'on va connaître par deux grandes pièces. D'une part l'épée, cette épée qui a malheureusement été volée en 1976, qui n'a toujours pas été retrouvée et qui est assez fascinante puisque c'est vraiment l'épée de son sacre. Elle va être modifiée ensuite par Napoléon III qui va y apposer les motifs d'abeilles notamment, mais on est vraiment dans la continuité de ces épées où on va sertir les pierres. C'est joyeuse, hein, c'est l'héritage des épées presque carolingiennes. Hein. Et encore une fois, là on a un dessin donc d'Evrard Babst et une exécution pour ce bijou de Charles Babst. Les Babst qui vont aussi travailler à la conception de la couronne de Charles X, qui, elle, va être sertie de diamants, bien sûr, mais aussi de saphir, hein, des pierres bleues, ce qui est relativement original pour une couronne de roi. Jusqu'ici, le saphir est une pierre plutôt féminine, elle va d'ailleurs le rester, mais c'est aussi le bleu roi, c'est aussi le bleu de France, forcément, et donc ça reste une pierre extrêmement liée à la royauté en France. L'histoire ne s'arrête pas là, puisque une grande autre figure va enrichir assez considérablement les collections. C'est Eugénie de Montijo, hein, donc l'épouse, l'impératrice de Napoléon III, qui, elle, eh bien, si je puis dire, fait ses emplettes directement dans les expositions universelles, hein, puisque en 1851, à l'exposition universelle de Londres, se distingue notamment un certain joaillier, un certain Lemonnier, qui très très vite va obtenir les faveurs de la cour impériale. Il va réaliser un grand nombre de pièces pour Eugénie. Eugénie qui se rêvait un petit peu une certaine réincarnation de Marie-Antoinette. Heureusement, elle n'aura pas la même fin qu'elle. Mais voilà, on voit ce retour des perles, on voit ce retour d'un décor un peu rocaille, très néo-rocaille, néo-18e. On vous a parlé de la provenance des diamants. Il faut imaginer évidemment qu'on n'a pas de perles de culture à l'époque, que toutes les perles que vous voyez à l'écran, eh bien, elles ont toutes été pêchées, si je puis dire, au hasard de bonnes huîtres, souvent issues du golfe Persique ou bien des Caraïbes. Donc des pierres, des gemmes extrêmement précieuses et luxueuses, qui valent d'ailleurs à la fin du 19e siècle plus au carat que les diamants. Hein. Rappelons, donc, un carat 0,2 grammes. Certaines perles vont dépasser assez largement le diamant à la fin du 19e siècle. On va voir notamment pourquoi. Toujours est-il que ces joyaux de la couronne, eh bien, désormais, on les montre dans les expositions universelles, mais on les montre dans les expositions qui leur sont presque consacrées. Oui, alors on peut voir dans la Troisième République, évidemment, il y avait un dédain qui a commencé à se faire savoir, sentir, pour les joyaux de la couronne, on va en parler tout à l'heure. Mais il y avait une exposition très importante, ces joyaux de la couronne, c'était l'exposition universelle de 1878, et on voyait exposer la fascination des gens pour ces joyaux de la couronne. Il y avait toutes les parures qui ont été remaniées par Meunière, Babst et pour Eugénie.
Et une deuxième exposition, c'était en 1884. C'était dans la salle des États du Louvre. Et on avait une vitrine octogonale dans laquelle on voyait les parures, évidemment. Et ici, vous voyez la parure. Ce qui est intéressant, un certain Louis Hainaut a fait des photos pour cette exposition. Et vous voyez à droite la parure entière de rubis et de diamants par Meunière et Babst, qui a été remaniée pour la duchesse d'Angoulême, on va en parler tout à l'heure. Mais ces photos sont très précieuses, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'après, l'événement qui va poursuivre très rapidement, vous allez comprendre, c'était vraiment les documents historiques très importants. Effectivement, puisque le destin des Jeux de la Couronne va littéralement changer très radicalement aussi. En fait, sous la Troisième République, eh bien, l'État va décider de se défaire de cette collection. Oui, en fait, il y avait une discussion depuis des années sur qu'est-ce qu'on fait de ces bijoux de la couronne. Il y avait quand même on avait peur encore d'un monarque qui va venir reprendre ces bijoux. Et le fils de Raspail, Benjamin Raspail, était le plus virulent. Et il a commencé à discuter à l'Assemblée, je pense, aussitôt de 1878. Ils ont déjà commencé à avoir une discussion. En 82, ils ont fait la motion. Et ça a pris 4 ans pour l'aliénation des joyaux. Ça a pris 4 ans de discussion, des choses techniques, où cet argent va utiliser où, etc. Et c'est finalement en décembre 1886 que la loi est enfin votée par Sadi Carnot, le ministre des Finances, et Grévy, le président. Et donc, ils ont décidé qu'une vente aura lieu. Ils ont créé un comité d'experts pour comprendre, heureusement, quelles pierres on pourrait garder petit peu pour les raisons scientifiques et les raisons d'éducation nationale. Mais la vente a été votée et décidée, surtout pour cette année fatidique de 1887. Alors c'est vrai que c'est un drôle d'événement dans l'histoire, puisqu'on voit que c'est pas tant pour l'appât du gain, parce que finalement, le résultat de la vente, ils vont être assez maigres, oui. Même très 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 décevants. Faut dire que le contexte est assez mauvais. En fait, on a beaucoup trop de pierres qui arrivent sur le marché d'un coup, donc le cours du diamant va littéralement baisser. Il faut dire que c'est aussi le moment où on commence à découvrir des diamants dans les mines d'Afrique du Sud. Donc c'est le moment en fait, de l'explosion du diamant, à la fin du XIXe siècle, et le prix du diamant ne va pas s'effondrer, mais la cote va relativement baisser. On voit que ce n'est pas l'appât du gain non plus qui les mène au sein de l'État, puisqu'il n'y a pas de décision vraiment claire de quoi faire de cet argent. Il y a plein de propositions qui sont faites. C'est pas vraiment la question. La question, elle est vraiment symbolique et elle va le rester. C'est vraiment c'est une deuxième décapitation, quelque part. C'est empêcher que les rois reviennent, empêcher que cette fragile Troisième République soit à nouveau renversée. Alors cette question de la symbolique, elle est très intéressante parce que cette symbolique, les pierres vont la conserver. Malgré la vente, ces pierres vont rester, les pierres des joyaux de la couronne. Et forcément, les grandes maisons joaillières vont toutes venir des 4 coins du monde pour acquérir ces pierres et espérer les proposer à leurs clients. Et effectivement, c'est ça qui est intéressant avec les ventes aux enchères, c'est qu'on connaît qui sont les acquéreurs. Et parmi les grandes maisons qui vont donc venir à Paris pour acheter ces joyaux, il y a évidemment la maison Tiffany qui va acquérir, comme vous pouvez le voir sur la photo de droite, de ce grand peigne à Pampy de Babst, certains diamants plus ou moins importants. La maison Boucheron aussi, qui va acquérir un très grand nombre de pièces. Garard, la maison Garard qui travaille à cette époque-là pour la couronne de Londres, est également à Paris. Les Babst eux-mêmes qui tentent de sauver ce qu'ils peuvent. Faut savoir qu'on avait même proposé à Germain Babst de faire partie du comité d'experts. Il avait refusé politiquement forcément d'y participer. Donc ils essayent aussi d'acquérir des pierres. Et un certain marchand d'origine hollandaise du nom de Van Cleef qui va acquérir aussi à cette époque-là une petite fleurette. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça va aussi rester fait de groseilliers. Voilà. Exactement, qui est déjà là. Donc vous voyez vraiment, c'est une vente qui est extrêmement suivie, et forcément, toutes ces pièces qui vont être dispersées vont quand même conserver en elles ce passé très prestigieux. C'est aussi une sorte d'électrochoc dans la mesure où on va quand même décider de garder, par exemple, le Régent au Louvre. Forcément, on ne va pas se séparer de ce qui a été pendant très 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 longtemps le plus beau diamant du monde, le Régent comme le Sancy.
Et un peu comme après le vol du garde-meuble, où on avait décidé de placer le grand saphir au Muséum d'histoire naturelle, eh bien, d'autres pierres vont atterrir ou bien à l'école des mines, ou bien au muséum, où elles peuvent d'ailleurs toujours être observées, admirées même aujourd'hui. Par exemple, la grande opale de Louis XVIII, qui avait été portée par Charles X lors de son sacre, que vous pouvez aujourd'hui admirer au Muséum d'histoire naturelle, mais également toute une série très très riche d'améthystes, de topazes et d'émeraudes qui ont appartenu à Marie-Louise, parfois héritées de Joséphine. C'est une grande parure d'améthyste. Exactement, et que vous pouvez voir, je crois qu'il y a plus de 155 pierres au total, que vous pouvez aussi admirer dans l'actuelle école des mines, aujourd'hui, avec une très belle scénographie. Néanmoins, si on souhaite aujourd'hui admirer ce que l'on peut malheureusement des joyaux de la couronne de France, il faut se rendre au Louvre aussi, dans la galerie d'Apollon. Le Louvre s'étant fixé un petit peu comme mission de racheter, par le biais de ses amis, quand ils le peuvent, eh bien, certains de ces joyaux qui ont un jour échappé à notre... Oui, n'est-ce pas ? Cette inaliénabilité qui a été rompue, finalement on essaie de la retrouver. Et en fait, on est post-vente, donc c'est pour ça qu'on vous a mis un peu de l'histoire du XXe siècle. Mais encore une fois, vous voyez cette parure de rubis qui a été remaniée d'abord pour Marie-Louise et remaniée par Babst et Meunière pour cette tragique duchesse d'Angoulême, la fille de Louis XVI et Marie-Antoinette, qui a survécu à la Révolution et des années d'exil. Elle est devenue dauphine et puis elle était reine pour 20 minutes, il paraît. Enfin bref, on n'aura pas le temps d'aborder l'histoire de Madame Royale, mais en fait, vous voyez que ces rubis ont traversé le temps. Au moment de la vente, Tiffany avait acheté les 2 bracelets et les ont vendus plus tard à une certaine famille, Martin Bradley. Donc il y avait la vente après Tiffany, et après Tiffany a vendu et le diadème à une certaine famille Bradley, Martin Bradley. Et Martin Bradley était connu parce qu'ils ont organisé le bal le plus cher jamais organisé aux États-Unis dans le Gilded Age en 1897 dans le Waldorf Astoria. Et ça a été tellement décrié par la presse que la famille a dû émigrer en Angleterre parce qu'on a doublé leurs impôts. Et vous voyez leur fille ici, Cornelia. À l'époque, il y avait beaucoup de jeunes femmes américaines héritières qui se mariaient avec les aristocrates britanniques. Elle est devenue la comtesse Craven et la collection de sa mère est passée dans ses mains, dont ce diadème qui est dans une collection privée, on ne sait pas exactement où, mais qui a été prêté au Louvre en 1962. On sait qu'il existe ce diadème et qu'il est bien quelque part. Et grâce au Louvre, en 1973, à legs de Claude Meunier, ces 2 bracelets peuvent être vus au Louvre. Et la Countess Craven a vendu une partie de la collection en 1961, ainsi de suite, mais pas les bracelets et le diadème. Enfin, il y a quand même un diadème qu'on peut voir au Louvre aujourd'hui, c'est ce diadème. Oui, alors encore une fois, c'était une pièce qui était... Louis XVIII n'avait pas vraiment de reine, donc il a fait remanier tous les bijoux, joyaux de la couronne pour ses 2 nièces, notre Madame Royale et Duchesse de Berry. Et donc, ces émeraudes-là, la duchesse d'Angoulême avait déjà une parure d'émeraude qui était à elle, mais il a commandé aussi ce diadème magnifique en argent doublé d'or avec des émeraudes qui faisaient partie des joyaux de la couronne. Louis XVIII avait acheté. Donc vous voyez, il y a plus de 40 carats. L'émeraude du milieu fait 16 carats. Et vous voyez, c'est dans un style néo-18e, on est dans la restauration. C'était un travail des Babst, Babst et aussi Stiefert, qui était un dessinateur de l'époque. Et ce diadème a traversé la vente des joyaux de la couronne. Il a été vendu à un certain Andrassy, comte Andrassy. Et vous voyez bien à gauche que la comtesse Andrassy, elle portait bien ce diadème avec ses propres émeraudes. Et plus tard, dans le XXe siècle, un certain Tony Lambton, c'était encore un aristocrate anglais, il va acquérir ce diadème, il va le prêter pendant 20 ans au Victoria Albert Museum. Et finalement, le Victoria Albert, ils ne peuvent pas le garder et Lambton, il souhaite le vendre. Donc, il le vend et le Louvre a pu l'acquérir. Mais on voit bien cette femme à droite, Dingley Lambton,
Bindi Lambton, qui était une femme de société, qui avait des lions qui se baladaient quand elle faisait les soirées. Bindi Lambton, elle faisait de la plongée sous-marine avec des requins autour d'elle. Il y a un journaliste qui a dit, Bindi Lambton, j'ai jamais vu un homme aussi courageux que Bindi Lambton. Donc vous voyez, ces joyaux de la couronne prennent de la vie. Heureusement, ce diadème, entre autres pièces qui n'ont pas été dépecées ou perdues. Alors une dernière pièce qu'on voulait vous montrer aussi, qui est encore une fois un grand chef-d'œuvre de la joaillerie réalisé par François Kramer pour l'impératrice Eugénie, c'est le grand nœud de diamant, hein, forcément. Un grand nœud de diamant qui était en fait à l'origine un ornement de ceinture, hein, qui va être remanié ensuite par Babst afin d'être porté en ornement de corsage et qui comporte là aussi plus de 2600 diamants. Donc imaginez, à la fois taillés en rose et à facettes. Il faut imaginer aussi que l'entièreté de la pièce est mobile et animée. C'est une vraie pièce de passementerie presque et brillait littéralement de mille feux. À l'époque, il faut imaginer cette pièce portée lors d'un bal, éclairée à la chandelle. Enfin, on imagine très très bien vraiment l'effet que cette pièce pouvait produire sur les donc presque les spectateurs, on pourrait dire, hein, sur les personnes entourant Eugénie. Et là aussi, c'est un bijou qui est revenu au Louvre assez récemment. Oui, en 2008, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment de la vente des joyaux de la couronne, cette pièce a été acquise par un certain Schlesinger qui l'a vendue à la famille Astor. Alors, on est quand même dans le Gilded Age aussi, aux États-Unis, ces grosses fortunes. Et il y avait toute une rivalité, Madame Astor, Madame Caroline Astor, elle voulait qu'on l'appelle The Mrs. Astor, la Madame Astor, et elle a gardé ce nœud pendant presque 70 ans, 100 ans dans la famille. Après sa mort, ses bijoux ont été dispersés parmi ses enfants, et c'était dans une collection privée pendant très longtemps, et c'était sur le point d'être vendu chez Christie's et finalement ils ont fait une vente gré à gré avec le Louvre au lieu de le passer dans la vente publique. Mais Madame Astor avait une grande rivalité avec son neveu parce qu'à la mort du père de son neveu, son beau-frère, elle voulait qu'on l'appelle The Mrs. Astor et le neveu, il était tellement en colère qu'il est parti en Angleterre, etc. Donc ce sont des histoires très très intéressantes autour de Gilded Age. Et The Mrs. Astor, elle avait créé une liste des 400, les personnes, parce qu'elle venait vraiment d'une famille d'origine hollandaise qui avait fondé New York. Et donc pour elle, s'il n'y avait pas au moins quelques générations en arrière du XVIIIe siècle, c'était des gens sans intérêt. Donc cette grande dame de New York, du Gilded Age, qui porte ce bijou tout à travers sa vie finalement, et ce bijou qui termine au Louvre. Exactement, depuis 2008. Alors, c'est vraiment ce qu'on voudrait que vous reteniez au terme de cette conférence, c'est non pas que c'est une histoire qui est finie, qui est achevée. Ce qui est fascinant, c'est que malgré les vols successifs, malgré les ventes, les rachats, en fait, c'est une histoire qui continue. Et jusqu'à très récemment, hein, on a eu des nouvelles acquisitions, notamment au sein du Louvre, notamment cet élément de ceinture de la duchesse d'Angoulême de Babst. On l'a vu tout à l'heure sur la photographie. Oui, la grande photo des nœuds. Pour l'exposition de 84. Il faut imaginer que peut-être dans les prochaines années, des pièces vont réapparaître. Alors peut-être l'épée de Charles X, peut-être d'autres pierres encore. On peut l'espérer. On espère que les diamants n'ont pas été retaillés. Mais voilà, c'est une histoire qui continue, qui est vivante aussi en termes de recherche. Et on espère peut-être un jour vous donner une deuxième exposition, une deuxième conférence au Jeu de la Couronne où on parlerait d'autres choses encore, de nouveaux sujets, de nouvelles actualités. D'ici là, on vous donne rendez-vous pour notre prochaine conférence à la fois à Paris et à Hong Kong, puisqu'on a ce campus double, si je puis dire. On va avoir une conférence qui aura lieu à 13h à l'heure de Paris, mais qui sera aussi simultanément traduite en mandarin et en cantonais pour être suivie par notre public asiatique. Alors, elle portera sur l'art et l'artisanat de l'or. Ce n'est pas la même conférence sur l'or que vous avez pu suivre, c'est une nouvelle conférence sur vraiment le savoir-faire lié à l'or. Et ça s'annonce absolument passionnant. Marie Lemaitre, qui est professeure de joaillerie à l'école de Hong Kong, et Marie-Laure Cassius-Danton, que vous connaissez aussi, qui est gémologue, historienne également, professeure à l'école. Alors, il nous reste, je crois, quelques minutes, le temps que vous vous inscriviez pour réunir quelques questions. Est-ce que, Paul, il y en a déjà qui t'intéressent ? J'ai ça à travailler pendant notre petite discussion.
Sait-on d'où provient ce spinel, Côte de Bretagne? Alors c'est très compliqué, hein. Là, on parle vraiment de pierres extrêmement anciennes. Forcément, c'est des pierres orientales, hein, qui ne viennent pas des mines d'Europe. Donc là, c'est hérité de la famille de Bretagne, donc peut-être de la maison de Dreux, mais sans doute, grâce à ce percement en 3 points, cette forme triangulaire, c'est une pierre issue vraiment d'Asie. On parlait de rubis balai, en fait le terme de balai, rubis balai, c'était pour indiquer, évidemment un balai, c'était pour indiquer cette provenance pakistanaise, orientale, le Badakhshan, le Balouchistan. On garde dans le nom balai cette provenance, donc une provenance orientale. Et j'ai une question, quand et comment ont été retrouvés les diamants suite au pillage? Alors ça, ça dépend vraiment des diamants. Il y a autant de cas presque qu'il y a de diamants. Ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, à part certaines pierres, comme justement la côte de Bretagne qui va être retrouvée aux Pays-Bas, l'essentiel des belles pierres va être retrouvé dans un grenier notamment, puisque un des voleurs avait réuni beaucoup de ces pierres dans un grenier en dehors de Paris. Et en fait, il va négocier de donner la localisation du butin contre sa propre grâce, pour ne pas être exécuté. J'ai une question qui est passionnante parce que ça touche un peu à le Gilded Age. Pourquoi racheter les bijoux qui ont été volés à la France? Parlant des collectionneuses américaines. En fait, les bijoux qui ont été rachetés sont principalement des bijoux qui ont été volés, pas volés, mais vendus. Donc, en fait, c'était vraiment cette situation un peu tragique de la Troisième République qui avait peur. Et à l'époque, les nouvelles reines, c'était les Américaines, les Astor, etc., les familles, les Lambton. Alors ces femmes, elles cherchaient... D'ailleurs, ce qui est intéressant, ça me ramène à une autre question, la maison Tiffany, ils vendaient les bijoux, ils refaisaient d'autres parures avec, et ils les mettaient dans un écrin où avait marqué les joyaux de la couronne de France. En fait, il y avait une fascination énorme avec ces joyaux. Et Boucheron avait beaucoup de commandes de ces Américaines richissimes pour des bijoux à la joyaux de la couronne. Enfin, donc c'était vraiment une mode à l'époque de ces femmes fortunées. C'est ça, il faut aussi s'imaginer que ces riches héritières industrielles se voyaient comme l'aristocratie américaine. Exactement. Et forcément, elles étaient dignes, elles étaient les seules à pouvoir s'offrir et porter de tels bijoux. En fait, c'est lié à toute l'histoire de la place Vendôme, en fait. Hein. Cette clientèle riche étrangère qui, dès qu'il y avait le Ritz, etc., les Maharajas, ça fait partie vraiment de l'histoire de la joaillerie française en tout. Hein. Alors, comment peut-on distinguer les pierres appartenant à la couronne puis à l'état de ceux appartenant en propre souverain, vu les réutilisations nombreuses au fil des événements? Alors c'est très difficile. Compliqué. On va dire qu'il y a deux cas. Comme vous le savez, ces pierres, la collection elle-même de la couronne a été très régulièrement inventoriée. Donc les pierres étaient pesées, mesurées, on connaissait les caratages, on connaissait les tailles, on avait parfois des représentations. Ça devient beaucoup plus difficile dans le cas où les pierres sont retaillées, évidemment. C'est ce qui est arrivé du fameux bleu de Louis XIV, devenu le Hope. Pendant très longtemps, on n'a pas su, on ne pouvait pas démontrer que c'était bien la même pierre parce qu'on n'avait pas la preuve de cette retaille. Et François Farge, en découvrant ce moule, a pu montrer qu'il y avait eu vraiment un travail lapidaire, diamantaire même, autour de cette pierre pour lui donner une nouvelle forme et ainsi qu'elle soit vendue plus facilement. Aussi, ce qui me vient à l'esprit, c'est parfois c'est très compliqué parce que les souverains, ils achetaient des pierres et parfois ils les prenaient pour eux en fait. Je pense au début, et vice-versa, la Grande Croix de François Ier qu'on vous a montré, c'était d'abord son bijou personnel et pour des raisons comment dire, politiques, etc., surtout une certaine Diane de Poitiers, on ne voulait plus qu'elle se serve de ces bijoux. Ces bijoux sont passés dans les bijoux de la couronne de l'État. Et pareil pour d'autres parures à l'époque de Louis XVIII. Louis XVIII il avait aliéné beaucoup de pierres justement pour la duchesse d'Angoulême, mais en même temps il payait, il remboursait. Donc vous voyez, il y a toujours, comme tu as bien dit, des inventaires très précis et à chaque fois on essaye de récompenser dans l'autre sens. Hein. Il y avait Marie-Antoinette, on ne parle pas de ça, mais elle avait quand même pris beaucoup des rubis qui étaient les rubis de la couronne dans une de ses grosses parures. Donc c'est une très bonne question parce que ce n'est pas très clair, ça dépend.
C'est vrai. Et l'autre élément important, c'est les photographies aussi qui ont été réalisées en 1887 lors de la vente. En fait, il y avait eu des premières photographies qui avaient été faites et qui ont été jugées pas assez satisfaisantes par les clients, enfin par les enchérisseurs eux-mêmes. En fait, une deuxième campagne de photographie des bijoux a été faite par un certain Berthaud et on a le plaisir de conserver cet ouvrage aujourd'hui. Enfin, c'est pas un ouvrage, c'est une collection de photographies, on dirait aujourd'hui presque de haute définition, des tirages photographiques en 1887 de toutes ces pierres. Et là aussi, c'est un outil très, très utile pour les reconnaître. Et puis, qui authentifie les joyaux au Louvre? Le Louvre, ils ont leur politique, ils ont la conservatrice, Madame Dion, ils ont tout un comité qui prend des décisions quand ils vont faire une acquisition. Hein. C'est vraiment bien, c'est une politique. Il faut que le bijou soit, d'une beauté intrinsèque et que ce soit vraiment le bijou qui n'a pas été trop, si je comprends bien, hein, je ne travaille pas au Louvre, mais les pierres, il faut que le bijou n'a pas subi trop de transformation, etc. Voilà, donc ils continuent dans leur quête pour trouver des joyaux de la couronne, entre autres. Hein. Je pense qu'on avait une dernière question. Ah oui, une question, on parle peu des mains qui ont créé ces merveilles. Il s'agissait de quelques joailliers localisés à Paris. Oui, on a parlé de Nitto, la famille Nitto, hein, François... on a parlé des Babs, de Kramer, de Lemonnier, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant très longtemps, on ne connaissait pas les noms aussi. Hein. Au XVIIe siècle, c'est souvent des protestants en fait, hein, qui travaillent à la cour de Versailles, qui ont d'ailleurs un statut tout à fait particulier. On a des noms à la Renaissance, comme François Dujardin. En fait, on a les noms lorsque le client, c'est la cour, et que des contrats sont passés, qu'il y a un statut particulier de ce joaillier au sein de la cour. En fait, c'est vraiment sous Napoléon, à partir des années fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, qu'on va vraiment voir émerger des maisons, des maisons joaillières, où là, on peut vraiment suivre des changements de propriété, des personnes, on peut vraiment mettre presque un visage derrière ces maisons qui vont devenir des vraies dynasties. Et oui, et puis aussi, si vous regardez, on vous a parlé de Jacquemin également, qui était joaillier de la couronne sous Louis XV. On trouve en fait ces noms, et souvent ces joailliers étaient dans le Louvre. Hein. Enfin, il y en avait qui ont commencé dans les galeries du Louvre, hein, parce que quelqu'un a parlé de la formation de ces joailliers. Et ça, c'est vrai qu'il y avait quand même un système assez... même malgré la Révolution, plus tard, les joailliers se sont remis ensemble pour vraiment avoir une formation de haut niveau en France et qui a été toujours promue par les rois de France avant. Hein. On commence avec Henri II, avec les galeries du Louvre, et puis Louis XIV évidemment, etc. Et tous ces joailliers, juste, je vais faire une pub un peu pour Weber. Si vous regardez l'histoire de la joaillerie française du 19e siècle par Henri Weber, il en mentionne des paragraphes entiers de joailliers de toutes ces époques. Je pouvais même plus, enfin il y avait des pages et des joailliers qu'on a oubliés en fait. Sachant qu'il y a des joailliers, puis les lapidaires, les diamantaires, ça c'était beaucoup Anvers, Amsterdam, où les pierres étaient taillées aussi. C'était déjà un travail extrêmement collaboratif. Je pense qu'on vous a répondu, c'est bon? Eh bien c'est parfait. Alors. Si vous avez d'autres questions, vous avez notre hashtag et Exactement, donc par les réseaux sociaux, par Instagram, Facebook, on vous répondra avec plaisir, par email aussi. N'hésitez pas à répondre au mail d'invitation que vous avez reçu si vous avez d'autres questions. On essaiera d'y répondre le plus précisément possible, mais encore une fois, on ne sait pas tout et cette histoire conserve un très très grand nombre de mystères. Hein. Même pour nous, ça reste assez énigmatique toute cette épopée. Voilà, merci infiniment pour votre présence et votre fidélité. À très bientôt et excellente soirée. Merci, au revoir.